et ça fait un nouveau fichier. Donc à Et le problème, 25, c'est voilà, le problème, c'est qu'à 25, c'est moi qui automatiquement, il coupe. coupe. Ah ouais, tu préfères que je coupe avant? Comme tu veux. Non, c'est pas important, mais du coup, ça t'oblige à garder l'œil, à Ouais, être sûr ouais, que mais ça, je tu vais, vois. ouais, j'aurai Moi, ce ma que je fais, montre. c'est que je mets un chrono en Mm. général. Tu vois. C'est mieux avec le micro peut-être, hein. Ouais, ouais. Bon, allez, on va faire ça. Cathy, on lance l'enregistrement. Ah, ça y est, c'est lancé. Comme ça, tu lancer. Tu veux que je Non, non, c'est parfait, c'est parfait. Ok, eh ben, bonjour à tous. Bienvenue du coup pour cette deuxième conférence Ombre Blanche, toujours sur le même principe en fait. Hein, je ne sais pas combien d'années ça fait maintenant, je ne compte plus, mais ça fait quelques années qu'on fait ça avec la librairie Ombre Blanche et toujours en partenariat avec Christian Torel qui s'occupe de la librairie et qui s'intéresse bien entendu à la question du livre d'artiste et puis avec qui on a travaillé déjà sur un certain nombre de projets, qui est une librairie que j'aime beaucoup personnellement. Et bon, ça a sûrement à voir un peu avec le projet général, puis l'intérêt que j'ai pour les livres, c'est-à-dire les livres, c'est aussi les librairies, et c'est des endroits où on peut tranquillement flâner comme ça entre les différents rayonnages et s'immerger à l'intérieur de ces différents ouvrages. Bien entendu, aujourd'hui, on va parler d'ouvrages à nouveau un peu particuliers, ceux qu'on appelle les livres d'artistes, et je vais essayer encore une fois d'aborder sous un angle un petit peu différent cette question du livre d'artiste en vous présentant des livres, hein, des artistes et des livres d'artistes, ou des artistes faisant des livres. Et déjà des terminologies complexes, mais voilà. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de partir sur... Alors d'abord, j'indique que une grande partie de ce que je vais vous présenter est bien entendu appuyée sur des documents et sur un travail, je le redis à chaque fois, mais c'est absolument indispensable, sur le travail de Anne Mauglin-Delcroix, sur lequel je me suis largement appuyé, hein, qui a fait une thèse sur le livre d'artiste et qui a permis, c'est bien entendu pas la seule, il y a de nombreux historiens et théoriciens qui ont travaillé sur ce sujet-là, il y a plein maintenant d'ouvrages critiques extrêmement intéressants qui ont été réalisés là-dessus, mais elle a été peut-être en France une des premières à vraiment historiographier, en tout cas faire un vrai travail d'accumulation de documents et de tentatives de les mettre à plat pour essayer euh, de, de quadriller, ou en tout cas d'observer un petit peu l'évolution de ce champ de la création. Donc je m'arrêterai en suivant une partie de cet ouvrage que j'ai évoqué, qui sera une de mes sources principales, essentiellement aux années 80. Ce sera une certaine histoire et on va aujourd'hui partir sur le thème de la série et du récit, hein, qui est un thème important dans le champ du livre. Je pense que l'année dernière, alors la dernière fois on était sur un focus un peu particulier puisque j'ai présenté un ouvrage qu'on avait récemment publié aux éditions dont je m'occupe qui s'appelle les éditions Autre chose et qui est un ouvrage que je montre, qui est là, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, bien qu'en fait pas encore, parce que je n'ai pas encore envoyé les livres au diffuseur, mais qui est disponible à la librairie Ombre Blanche et aux partenaires en dépôt, et qui est un bouquin que j'ai réalisé, c'est de moi celui-ci, que j'ai réalisé cette dernière année. Voilà. Alors c'est marrant, c'est encore un livre à partir d'un livre. C'est ce que j'aime beaucoup avec les livres, c'est qu'il y a cette espèce peut-être de relâchement par rapport à l'exigence, on va dire, de revendiquer absolument une sorte, je sais pas, d'isolement de l'artiste et de l'œuvre, et cette possibilité au contraire de concevoir la chaîne de production presque d'une œuvre d'art qui fait qu'on est toujours, on va dire, lié à une histoire passée, à des œuvres passées, et puis tourné vers une sorte de prospective de création. Donc il y a toujours pour moi un livre dans un livre. Et dans ce livre-là, il y avait également un livre, c'était donc un livre de Marie-Josée Monzin, qui n'est pas du tout plasticienne, elle pour le coup, qui est une philosophe. Mais voilà, donc c'est toujours cette idée du livre dans le livre du livre. Bon. Et donc on va parler de livres, on va parler donc de séries, je disais, et de récits. C'est-à-dire aborder comment est-ce que, après la collection, parce qu'il me semble que l'année dernière, le dernier thème qu'on avait abordé, c'était la collection, les artistes collectionneurs dans le champ du livre, comment le livre, à nouveau en tant que médium, se prêtait à l'idée de la compilation, à la glanerie, à la flânerie comme ça, et par les phénomènes de collection, d'assemblage comme ça de collectionneurs, que ce soit des collections d'images ou d'objets ou autres.
Là, ça sera des phénomènes plus sériels quand même dans la première partie. Comment est-ce que chez des artistes minimalistes, on va commencer par Sol Lewitt, le livre devient l'enjeu justement d'une forme de, voilà, de prolongement de leur travail plastique, de galerie ou d'exposition. Et dans un deuxième temps, on basculera plutôt vers des questionnements liés au récit, c'est-à-dire à la narration. L'idée étant toujours finalement d'explorer la question du temps, qui est une question toujours problématique et vachement intéressante dans le livre d'artiste, c'est-à-dire comment est-ce que le temps se déploie dans le livre, dans la lecture, le geste de la lecture, mais aussi on le verra comment certains artistes font du temps le thème du livre en lui-même, et avec plein finalement de strates, de couches différentes pour aborder cette perception du temps. Et puis voilà, bon, on va commencer peut-être avec Sol Lewitt directement, c'est peut-être le mieux. Sol Lewitt donc est un artiste dit minimaliste, donc qui est un mouvement qui est apparu dans le courant des années 60 et plutôt dans la deuxième moitié, et qui est un artiste qui fonde effectivement sa pratique sur des logiques de sérialité. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement dit minimaliste américain, puisque c'est plutôt apparu aux États-Unis, et c'est un mouvement qui vraiment va par on va dire, refus de ce qui par ailleurs s'était plutôt exacerbé dans la décennie précédente, va tenter de mettre un peu à distance justement cette notion de subjectivité, pas d'auteur, mais cette notion de subjectivité dans le champ de l'art. Donc autant on peut avoir des peintres comme, je ne sais pas, les plus emblématiques seraient peut-être aux États-Unis des gens comme Pollock ou de Kooning, qui sont des gens qui mettent en avant de manière extrêmement forte l'expressivité de la touche, du geste, et une forme de subjectivité, avec un pathos, avec tout un tas d'éléments. Autant ces artistes-là, au début des années 60, même avec le pop art, et puis tout au long des années 60, jusqu'à l'art conceptuel ou même le land art, on va avoir vraiment un souci de mettre un peu on va dire en retrait cette question de la subjectivité de l'auteur, mais pas du tout pour faire disparaître l'œuvre, parce qu'en fait, quand la subjectivité disparaît, il y a juste des nouveaux protocoles de travail. Et pour opérer ça, ils vont aller énormément s'intéresser à des logiques, à des effets de logique. Hein, c'est-à-dire l'œuvre, sans être forcément un protocole de rationalité, de mathématiques au sens scientifique du terme, va tenter de s'appuyer sur des protocoles formels, fondés sur des déploiements ou des développements fondés sur des systèmes, des protocoles logiques. Donc c'est intéressant parce que ça se déploie, bien entendu, dans le cadre de la galerie, hein, sous forme d'œuvres extrêmement minimales, c'est-à-dire avec des formes abstraites, mais plutôt mathématiques, et surtout des protocoles de déploiement. Et c'est des choses qui vont du coup trouver un sens très fort pour Lewitt, qui a fait énormément de livres, je crois qu'il en a fait 75 en tout, ce qui est une belle production, ce qui veut dire qu'il a vraiment pris le médium extrêmement au sérieux, et qui va déployer des protocoles sériels. Ici, par exemple, si on commence avec ce premier... Alors voilà, ce que j'ai fait à l'origine, ce fut d'utiliser le carré et le cube, etc., pour faire un récit en termes de système. Le récit était à comprendre et non pas à voir. Une citation de Lewitt. Ici, on est avec Four Basic Kinds of Lines and Colors, qui est un ouvrage que je montre souvent, je l'aime beaucoup, que je vous trouve peut-être une version un petit peu plus riche visuellement, voilà. Parce que l'ouvrage est dans les collections des abattoirs. Donc vous voyez, on a le protocole qui est énoncé dès la première page. Voilà. On a 4 couleurs et 4 différents types de lignes, horizontales, verticales et les 2 diagonales. Et on va avoir ici sur la double première page toutes les variations possibles, donc une sorte d'étalement comme ça des possibles. Et voilà, avec vraiment une sorte de... On énonce, d'ailleurs, c'est marrant, vous voyez, le titre énonce déjà tout le livre. On pourrait presque dire que le livre est déjà dans le titre. Hein. Four Basic Kinds of Lines and Colors, donc c'est de 69. Et le livre va être ensuite simplement l'exploration, l'épuisement de l'ensemble des variations possibles autour de ce protocole initial. Donc vous voyez qu'on a quelque chose d'extrêmement simple. Et ce que je trouve déjà intéressant, bon, 2 choses à dire, je pense, par rapport à Lewitt, moi qui fait que j'ai une certaine affection pour son travail, pour lui, et puis j'aime bien Weiner aussi. Il y a différents positionnements chez les minimalistes. Il y en a certains, effectivement, qui vont aller jusqu'à revendiquer que la mise en œuvre est secondaire.
C'est-à-dire que finalement, l'idée est tellement importante, le protocole est tellement, supplante tellement l'œuvre elle-même que finalement, l'œuvre est secondaire. Et ça pourra aller jusqu'à des pratiques dites conceptuelles. On va rentrer dedans parce qu'en fait, c'est extrêmement riche et intéressant, complexe, mais super intéressant. Ce n'est pas le cas du tout de Leavitt, qui au contraire aura toujours à cœur de dire que ces protocoles-là doivent être activés, doivent être ancrés dans une pratique, et qu'au fond, c'est bien effectivement l'activation qui en elle-même est le support de... J'ai envie de dire que la perception ne disparaît pas. Il y a toujours l'enjeu, quelque part, derrière ce protocole initial, d'aller avoir une mise en œuvre et une sorte de sensation, parce que ces œuvres ont l'air très sèches, mais en fait, elles sont extrêmement belles. Enfin, belles, le terme n'est peut-être pas adéquat, mais elles sont extrêmement sensibles, en fait. Extrêmement sensibles, et quand on est en galerie, en fait, les œuvres dites minimales sont des œuvres qui nous mettent extrêmement en situation de repenser nos perceptions. Un cube, c'est quoi? C'est d'un seul coup, comment je tourne autour, qu'est-ce que je vois, comment la lumière vient taper dessus. C'est des gens qui vont être très intéressés par Merleau-Ponty, par les sémiologues, etc. Donc ils se nourrissent énormément de la philosophie ou de la pensée des perceptions aussi, hein, pour voir comment est-ce qu'avec des modules qui a priori sont très simples, en fait, on essaie de repenser comment on marche, comment on se déplace, des choses comme ça, quoi. Donc là, deux choses à dire. D'abord, ce que je disais, c'est... Alors j'avais pris cette photo à l'époque, donc dans un livre qui est à la médiathèque des abattoirs. J'aimais bien ce petit trou là, je ne sais pas si vous voyez, dans la maille. J'aime toujours le montrer parce que, je ne sais pas, en fonction de la positionnement qu'on a au sein du champ des minimalistes, peut-être qu'il y aurait certains qui, pour eux, ça serait « aïe, zut !» Et là, je trouve que chez lui, au contraire, c'est une manière de dire, ça s'ancre toujours dans la matière, quoi. Même s'il y a un protocole, vous le voyez, le petit trou, je ne sais pas si on le voit. Il est au centre ici, là. On ne le voit pas bien parce que là, peut-être on est un peu flou. Mais en fait, il y a une maille ratée. Il y a une maille ratée dans le dessin. Déjà, ça veut dire que tout est fait à la main. Je ne sais pas si vous voyez, ce n'est pas absolument régulier. Donc il y a un vrai travail, je dirais presque qu'il y a un travail un peu prolétaire. Bon. C'est-à-dire dans le champ des années 60, ce n'est pas anodin peut-être d'indiquer ça. Je crois que Weiner était marxiste. Je ne sais pas quelle était la position politique de Leavitt, mais quelque part, cette idée aussi, malgré tout, de faire valoir l'activité répétitive, bon, c'est pas sans lien potentiellement avec aussi des enjeux politiques qui avaient assez fortement à l'époque, y compris bien entendu aux États-Unis. Voilà, donc on est d'accord, après le principe, c'est image après image, variation, variation, et on ne cesse de faire varier, soit à partir de la couleur, soit par des protocoles d'accumulation, les différents éléments qui peuvent être tenus à l'intérieur de ce projet. Bon. Deuxième élément à dire peut-être en partant sur cette œuvre-là, c'est que je me demande dans quelle mesure est-ce que le livre, chez lui, est peut-être pas plus pertinent, finalement, que ce qu'on pourrait trouver dans la galerie. Enfin, en tout cas, le livre permet de dire peut-être mieux à certains moments ce que par ailleurs la galerie dit différemment au minimum. La galerie est espace, alors je crois que j'avais une citation, oui, les murs sont publics et grands, les livres sont petits et privés. Lorsqu'on voit un mur, c'est l'impact de l'ensemble que l'on comprend d'un seul coup, émotionnellement plus qu'intellectuellement. C'est seulement en lisant le mur que le spectateur le comprend pleinement. Donc dans une certaine mesure, le livre est formidable pour ça, parce qu'il permet de déployer dans la durée une séquence de travail. Et dans une certaine mesure, on voit bien qu'ici, dans cette logique sérielle propre aux artistes minimalistes, eh bien, le livre permet tout simplement d'être parfaitement adéquat. Il est adéquat aussi par rapport à la légèreté de son dispositif. C'est du papier, ça coûte pas cher, c'est un petit format. Il y a une espèce de pauvreté amicale, comme ça, je trouve, qui fait qu'on n'est pas surplombé par le poids de l'institution, le poids de l'objet artistique, de l'œuvre emblématique ou que sais-je. L'objet est là et déploie simplement une idée, un protocole, avec des couleurs et des formes. Et cette adéquation, je trouve, elle est assez belle et assez juste. Voilà. Bon, j'avance un petit peu, j'ai plusieurs protocoles possibles. Bon, celui-là, il est amusant, celui-là, parce que c'est encore un livre à partir d'un autre livre, en tout cas à partir d'une œuvre. C'est Onkawara, I Am Still Alive, je ne sais pas si vous connaissez, qu'une œuvre célèbre d'un autre artiste, plutôt conceptuel, minimaliste conceptuel américain, qui envoyait des cartes postales à des amis ou à des galeristes, avec juste une phrase, qui disait I Am Still Alive. D'accord. Bon. C'est basique, mais en même temps c'est essentiel, et travaille sur la dimension minimale de cette phrase qui a été répétée des dizaines et des dizaines de fois, et lui s'amuse finalement dans un livre à prendre ce matériau, voilà une autre version ici, ce matériau lexical, et il le traite comme si c'était de la couleur et des lignes, quoi, et il intervertit à nouveau sur ces jeux de protocole la place de chaque lettre, et chaque page est l'occasion d'éprouver la variation possible lexicale. Je redis, c'est des artistes qui étaient très influencés aussi par la sémiologie, la linguistique, la science, quelque part aussi, en tout cas la science du langage. Bon, je ne vous montre pas tout.
assez intéressant par rapport à Mubridge. Alors ici, on va avoir une petite variation déjà à l'intérieur du... voilà, une manière précise de faire de l'art qui était logique plus que rationnelle. J'aime bien cette petite variation. Color Grids et Photo Grids, donc ils sont deux livres séparés. On a à la fois toujours ces logiques qu'on a pu voir précédemment, hein, de la grille comme forme un peu générique et toutes les variations qu'on peut opérer. Vous voyez que dessous, on a un Photo Grids qui est un ouvrage qui date de 77, les deux sont de 77, et qui opère déjà une petite variation déjà parce qu'on voit intervenir la photographie. Et la photo, bien entendu, va permettre, je pense, déjà de déplacer un petit peu la pratique. Là aussi, petite chose intéressante, je pense que je n'ai pas souvenir que les photos aient été jamais exposées, en tout cas celle-là. En tout cas, il me semble que déjà, d'une part, c'est un projet qui est vraiment fait pour le livre. Et c'est marrant de voir comment, à l'intérieur de sa pratique du livre, Sol Lewitt s'autorise des choses qui ne s'autorisent pas forcément dans le cadre de la galerie. On verra tout à l'heure un livre qui s'appelle Autobiographie, donc qui est à peu près totalement contradictoire avec ce que j'ai dit jusque-là, d'accord? C'est-à-dire, c'est un livre qui interroge la question de l'autobiographie, c'est-à-dire du moi, du je sais pas, bon, de la subjectivité. On verra bien entendu qu'il le fait d'une manière un peu taquine, au minimum, mais c'est, je pense, quelque chose qui ne se serait pas autorisé en galerie, ou peut-être le poids de l'attente, de la signature, d'une certaine idée, de la finition de l'œuvre, implique peut-être de pouvoir... Donc là encore, j'apprécie toujours le livre aussi pour ça. C'est étrangement là que dans l'art contemporain viendront se loger, on le verra un peu tout à l'heure avec la notion de récit. Dans les années 60, le récit, c'est interdit, quoi. Hein, en peinture, on ne fait plus de peinture figurative, on ne raconte plus d'histoire. Dans le roman, c'est l'époque du nouveau roman, on démonte le récit, Rob Grillet défait toute l'histoire de la littérature pour la mettre en lambeaux en disant c'est plus possible, hein, on sait comment ça marche, tout ça est une illusion, etc. Donc on défait le récit. Et étrangement, c'est dans le livre d'artiste, alors que par ailleurs dans le champ de l'art, on le voit disparaître, qu'on retrouvera des stratégies de récit. Donc c'est comme si ça devenait une niche potentielle où peuvent se déployer des pistes, des choses, les enjeux étant différents, peut-être le poids de la responsabilité, je sais pas, étant différent, bon, voilà. Et on a donc une série ici qui est pour le coup différente, puisque ce sont des collections de différents objets du quotidien. Ici, ce sont des bouches d'égout, mais en fait, on pourra trouver différentes occurrences. Voilà, j'ai pris quelques images sur Internet. C'est marrant, Google est vraiment devenu aujourd'hui un espace... on trouve quasiment tout ce qu'on veut, hein, pas tout, hein, mais honnêtement, même dans le champ du livre d'artiste, j'ai souvent l'occasion de pouvoir bien amplifier mes propres archives. C'est vraiment devenu une espèce d'encyclopédie étrange. Il y a pas mal d'artistes qui travaillent avec Google hein, maintenant aussi. Hein. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Vous voyez, en fait, il y a différents objets, différents éléments du quotidien, et on voit bien, bon je passe, je pourrais vous en montrer plein, c'est un livre qui fait pas mal de pages, je ne me rappelle plus le nombre de pages exact, et l'idée c'est bien entendu, vous voyez, d'éprouver la grille sous une autre forme, une forme beaucoup plus quotidienne, et bien entendu que la photo ici va permettre d'introduire le hasard, un grain de quotidien, presque de vie, qui d'une part, quand on n'est pas habitué au minimalisme, et pas désagréable, parce que ça permet de retrouver peut-être une sorte d'ancrage un peu plus immédiat dans ce qui pourrait être nos vies. Et par ailleurs, il n'est pas impossible que parmi vous, certains aient eu des relations esthétiques aux bouches d'égout. Enfin, je sais pas, les bouches d'égout sont des objets qui sont très modernes, très industriels, mais qui par ailleurs sont assez beaux, hein, et surtout qui sont très, très variés. Je ne sais pas si vous observez à travers les pays, puis même en France, on a une grande variété de ces plaques d'égout. Bref, en tout cas, ils incarnent pour lui un motif formel. Et vous voyez qu'il va chercher soit par le cadrage, soit bien entendu par la composition de la page, le carré, qui est vraiment l'élément emblématique du minimalisme, et puis cet effet de trame hein, qui va revenir. Mais on va voir ça donc avec différents motifs, on l'a vu avant. Malgré tout, vous voyez que même si là, il y a des objets trouvés, donc il n'y a pas de protocole qui préfigure, il y a un protocole qui post-figure, si on peut dire, c'est-à-dire comme de la post-production, puisqu'on va avoir quand même un rangement. On a les séries des plaques d'égout, les séries des portes, les séries des fenêtres, les séries des, etc. Donc on a malgré tout cette logique sérielle, peut-être plus, alors là je n'utiliserai pas le terme de collection, mais on a quand même cette logique d'agencement et d'organisation de ces éléments. Alors, j'aime bien ça. Toujours Lewitt. Une sorte d'art fait sans penser à l'art. Hein, toujours intéressant, cette logique de la sortie de l'art.
comme si le poids de l'histoire, à un moment, était pénible, et comme si finalement la seule possibilité de continuer à faire un art nouveau, quand l'histoire a été tellement déjà forte, à explorer des pistes nouvelles, eh bien, il fallait finalement arrêter de penser à faire de l'art pour voir éventuellement si on pouvait refaire de l'art. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Ici, un autre bouquin, toujours dans le prolongement de ces logiques photographies, Sunrise et Sunset à Praiano, pardon, 1980, et qui sont des couchers de soleil. Couchers de soleil. Alors, je ne sais pas trop sur cet ouvrage-là. Il est sympathique, mais j'ai du mal à... Parce qu'il n'y a pas tellement de logique. Il n'y a pas de logique temporelle, il n'y a pas vraiment de logique... voilà, on a juste des couchers de soleil, c'est presque plus un peu pop art. On est à la limite du cliché un peu lisse, comme ça. Et c'est un livre, du coup, qui est un peu troublant, parce qu'à la lecture, en connaissant le travail de Leavitt, on chercherait volontiers les protocoles. Il n'y en a pas plus que ça, à part la série. Ou alors, je n'ai pas trouvé la logique interne. Bon, toujours un peu des ouvrages. Celui-ci est déjà peut-être plus intéressant, il s'appelle Brick Wall, mur de briques. Je continue à avancer sur... je ne sais pas si je vais... Ah, le voilà. Oui. Ah ben non, j'ai pris ça, mais c'est pas, ça ira bien. Brick Wall, alors l'ouvrage est très beau en fait, hein, très beau, et là on n'a qu'une double page, mais j'aurais pu vous montrer la totalité. Peut-être que ça serait intéressant que j'essaie de vous retrouver ça. Je vais essayer vite fait, puisqu'on trouve tout. Leavitt, Brick. Peut-être même que Brick, ça va suffire. Donc, effectivement, ce mur, à travers le passage de la lumière sur une seule journée. Donc on a ici à nouveau, vous voyez, des protocoles, des choses appliquées à la photographie cette fois-ci. On a bien entendu un motif qui n'est pas du tout anodin pour lui, on l'a vu, hein, la grille, ce motif un peu répétitif, industriel, la brique presque comme étant une espèce d'élément physique, mais presque mental, quoi, un peu mathématique. Et puis les variations méthodiques dans la journée. Hein. Et ça peut... de lumière, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ici, on ramène la phénoménologie, je parlais tout à l'heure de Merleau-Ponty, l'effet phénoménologique presque de perception à un objet vraiment réel, qui est un mur, comme ça, qu'il a sous les yeux quasiment tous les jours, et à la variation donc de la lumière sur lui. Donc là, il y a un protocole qui est complètement, on va dire, ready-made, quoi, hein, qui existe de lui-même, et qui peut faire penser, bien entendu, je ne sais pas si vous connaissez cette série de toiles de Monet, qui s'appelle Les cathédrales de... Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle, mais c'est les cathédrales de Rouen. C'est une série sur toute une journée minimum de plusieurs toiles à différents moments. Et bien entendu, chaque toile va, on va dire, rendre effectif quoi, une perception spécifique des variations de couleurs et de lumière. Alors c'est intéressant à double registre, d'abord de, je sais pas, de faire cette traversée historique, qui par ailleurs à mon avis était forcément dans l'esprit de Leavitt, parce que c'est tellement une œuvre importante. Puis c'est aussi intéressant, je trouve, d'interroger les artistes de l'impressionnisme du point de vue, du coup, anachronique du minimalisme. C'est-à-dire rappeler à quel point, par exemple, les nymphéas de Monet, qu'on apprécie pour leur dimension bucolique et poétique, sont des véritables manifestes quasi scientifiques, quoi. C'est la logique de la répétition et de la série, par exemple, qui par ailleurs n'existe pas dans le classicisme, enfin, ou sous une autre forme en tout cas. Et qui vraiment est l'incarnation du désir chez les impressionnistes, on n'y pense pas assez souvent, d'être en compétition avec la photo. Bon, ça, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais en fait, les impressionnistes étaient très intéressés par la photographie, et cette logique sérielle, mine de rien, elle est déjà très présente chez Monet. Voilà, donc Brick Wall. Ce qui semble un livre simple se transforme en un livre dont la signification ultime est mystérieuse et équivoque. Il soulève des questions d'ordre cognitif et phénoménologique complexes sur les conditions de la lumière et du temps et sur notre manière de percevoir la réalité. Bon, voilà. Le genre d'expérimentation. Donc je le redis en passant parce que ce n'est pas toujours les mouvements les plus évidents à saisir quand on rentre dans l'histoire de l'art, mais le minimalisme est vraiment un mouvement passionnant. Pour ces raisons-là, il ne faut surtout pas oublier que c'est en fait un mouvement qui interroge presque scientifiquement vraiment des choses très très sensibles. La lumière, la matière, c'est haut, c'est bas, c'est petit, c'est grand. Autobiographie, on continue, parce que j'avance très lentement, bien sûr. Si j'ai pas le temps de tout faire, c'est pas grave, on fera comme ça. Et qui est sur un recensement méthodique de tous les objets de son appartement, enfin de son atelier. Et donc à nouveau, un protocole extrêmement exigeant. Voilà, bon, j'en montre parce que toujours pour avoir d'autres occurrences, on a les livres, la bibliothèque, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Tout un tas d'objets collectionnés, différents éléments qui vont bien entendu tous
être archivés en fonction de leur typologie. On a les photos, on a les outils, etc., etc. Alors c'est vraiment un travail qui est assez surprenant pour les raisons que j'ai un peu évoquées tout à l'heure. D'abord, bon, il y a un petit plaisir qu'on peut pas, c'est marrant comment les minimalistes mettent la subjectivité derrière et comment moi en tant que spectateur, super, je vois quel pinceau il utilise, quel livre il lit, je vois les photos de famille, et on ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit plaisir à réincarner l'œuvre dans un individu, quoi, et dans une biographie particulière, etc. Il y a toujours cet effet un peu dialectique, un peu étrange. Lui-même doit sûrement jouer un peu avec, mais en tout cas, il joue vraiment, parce que, mine de rien, vous voyez qu'il prend quelque chose qui est très autobiographique, mais il le refroidit tout de suite. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il le typologise, et il rejoue à nouveau ces effets de protocole. Donc, on voit qu'il lit du Beckett, qu'il aime beaucoup les estampes japonaises, on voit les photos de famille, voilà. Mais ce qui est marrant après, c'est qu'il met un clou et une photo de famille au même niveau, quoi. Hein, donc c'est vraiment, tout est nivelé dans une espèce de phénoménologie aussi comme ça, très basique. Hein, voilà, la réalité, mais vraiment comme mis sur une table. Et potentiellement aussi, on pourrait se dire qu'il y a une sorte de mise en ordre du chaos de l'atelier, parce que pour un minimaliste, son atelier est bien bordélique, visiblement. Mais est-ce que ce n'est pas une définition de tout atelier? Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote sur l'atelier de Mondrian, qui était impeccablement blanc, parfaitement propre. Et au fond de l'atelier, il y avait une petite porte. Derrière la porte, c'était un capharnaüm infernal, tout petit cagibi, dans lequel méthodiquement, comme ça, il refluait le... Bon, voilà. Donc, l'atelier, c'est un atelier, il faut que ça vive, c'est un peu le principe. Allez, on va finir, je pense, avec les 8, avec un ouvrage plus tardif, celui-là est de 90, mais on va retrouver les mêmes logiques, c'est un cube. Un cube et avec 511 photos et 9 sources lumineuses. Dessus, devant, gauche, droite, arrière-gauche, arrière-droite, devant gauche, devant droit. D'accord? Ça, c'est les 9 sources. Et l'idée du livre, vous imaginez bien, c'est d'éprouver toutes les variations lumineuses autour de ces 9 sources lumineuses. D'accord? Donc c'est juste un cube, hein, d'accord, sur du coup 511 pages minimum. Et toujours ces mêmes logiques de variation. Là, je trouve que c'est une bonne synthèse de ce qu'on a pu voir avant. Voilà, les variations lumineuses et en même temps cette espèce d'esthétique minimale d'atelier et de simplicité presque de la forme de base. Voilà. Bon, quelques autres artistes de la même époque. Et je vais passer, bien que tout ça soit des œuvres extrêmement intéressantes par ailleurs. Les J.R.A. Alors ça, c'est un peu particulier. C'est un... attendez, j'avais une autre ouvrage. Est-ce que je l'ai mis? Oui, pardon, j'ai passé. Il y a un petit livre que j'aime bien, que j'aimerais bien vous montrer. Voilà, c'est celui-là. C'est Christian Gudmundsson. Christian Gudmundsson. Alors c'est une œuvre, tout ça c'était pour passer un petit peu de cette logique de série à une logique où la question de la causalité peut-être, ou de la durée est incarnée de manière un peu plus forte. C'est vraiment une œuvre un peu joueuse, je trouve, presque sur les échelles de perception du temps et de l'espace pour le coup aussi. C'est un livre qui fait quand même 700 pages. Et il y a 2 volumes de 700 pages chacun. Ce sont dans le premier, malheureusement on ne le voit pas bien, donc je vais vous le décrire. Dans le premier, ce sont des lignes absolument régulières, page après page. Seule chose, c'est qu'à la 700e page, à peu près, on voit que les lignes s'arrêtent à peu près au milieu de la page. Et le deuxième, ce sont des points. Même principe, très régulier, sauf qu'on se rend compte, pareil, qu'à la dernière page, les points s'arrêtent en cours. On a juste une indication dans les livres avec point égale seconde et 1 second égale lines, one lines. Enfin, égale lines. Alors, le titre, donc, c'est Une fois autour du soleil. Il est islandais. Je dis au passage, parce que la question de la lumière et du tour du soleil, c'est quand même important pour un Islandais, quand même, en termes de variation de lumière. Vous savez, ce n'est pas les mêmes que nous. Et donc, une ligne, la ligne égale à la distance parcourue par la Terre en 1 seconde. Donc, ça veut dire que la ligne qui traverse tout le livre, c'est la distance parcourue par la Terre en 1 seule seconde. Et chaque point, donc, et le point, c'est le nombre de secondes pour faire le tour du Soleil. Donc ça veut dire que chaque point contient le deuxième volume. Je ne sais pas si je suis clair. Hein, chaque point, donc il y a autant de points que de secondes pour faire le tour du Soleil. Et la ligne, c'est la distance parcourue par la Terre pendant 1 seconde, c'est-à-dire 1 point. Donc c'est une espèce de jeu finalement, hein, un peu fou, un peu absurde,
tenter d'incarner l'inconcevable, un peu aussi, hein, c'est-à-dire comment arriver à concevoir le déplacement de la Terre en une seconde et la durée en plus incroyable du nombre de secondes qui constitue celle de la Terre. Donc il y a une espèce de chevauchement des durées et des espaces qui pour moi je dirais volontiers est reconduit en plus par une autre durée. Enfin, c'est souvent comme ça avec les livres, on sent qu'il y a plusieurs durées possibles qui se chevauchent, c'est la durée de la lecture parce que c'est quand même un livre. Donc même si ça peut sembler un peu ennuyant, et l'ennui est une durée d'ailleurs, hein, enfin, une durée qui est intéressante. Enfin, je le dis en passant, c'était Duchamp, que j'aime beaucoup, a été un des premiers à dire que l'ennui était presque un genre des beaux-arts à part entière. Lui était très paresseux, il disait la paresse, c'est un genre des beaux-arts, il faut vraiment faire attention à la paresse. Et le paresseux, c'est vraiment celui qui sait s'ennuyer, enfin, pour moi en partie en tout cas. Et il y a beaucoup d'œuvres d'art contemporain qui sont, dit-on, ennuyeuses. Alors attention, l'ennui, c'est vachement intéressant. Il ne faut pas trop s'intéresser parce que sinon c'est plus ennuyant, mais l'ennui est vraiment une pratique du temps qui n'est pas inintéressante. Moi j'aime bien parfois prendre du temps à observer une œuvre sans forcément la saisir et puis voilà, faire tourner des pages comme ça d'une ligne permanente sur 700 pages. Bon, on verra tout à l'heure, je reparlerai à nouveau du White Book de Herman de Vries que j'aime beaucoup, qui est un ouvrage assez surprenant. Bon voilà, c'était juste pour parler un peu des durées, parce qu'en fait on va y venir, cette notion de série, cette notion de récit, à nouveau elle va nous amener à interroger la question de la temporalité dans le livre, hein, du temps, le livre comme temporalité. D'abord un petit passage par Peter Damsbrook, je ne sais pas si vous connaissez cet artiste que j'aime beaucoup, mais qui est assez surprenant, je ne vais pas y passer trop de temps, mais c'est un artiste ici dans un de ses tout premiers ouvrages, qui s'appelle Notes on Location. C'est vraiment un petit carnet de notes. Et c'est un artiste, alors je vous montre peut-être quelques petites installations vite fait avant. Voilà, peut-être pour qu'on puisse voir ce que je vais avoir. Tiens, je vais rajouter ça. Peter Down. Juste pour voir quelques installations avant. Voilà, c'est des installations, on est toujours dans le minimalisme américain. Des choses très simples, hein, vraiment très très minimales. Et ce que je trouve très beau chez lui, c'est bon, ce minimalisme un peu sec et renvoie toujours en fait à une perception de l'espace. Alors qu'est-ce qu'on a chez lui? On a des cubes fragmentés, on a des lignes, on a des mots aussi en fait, qui sont des mots toujours très liminaires. And, off, from, behind. Turn, return, comme des espèces d'injonctions ou de dénominations génériques comme ça pour indiquer des positionnements dans l'espace. Et c'est un type qui était architecte avant. Donc je trouve ça intéressant aussi d'avoir ce petit point de vue. Donc c'est des œuvres finalement qui tentent d'indiquer à l'intérieur du livre des positionnements minimales, des espèces de variations simplissimes, mais en même temps qui sont étrangement assez intrigantes et aussi parfois un peu inquiétantes. Je pense notamment, je ne sais pas si on va en avoir des exemples, souvent les mots sont morcelés. Les mots sont morcelés, ils sont défaits, ils sont brisés et ils se chevauchent d'une page à l'autre. Ils se rejoignent difficilement par des jonctions de pages. Et ces deux lignes-là aussi vont être des espèces de lignes ici, two pipes, hein, qui renvoient d'ailleurs à des sculptures qu'il a par ailleurs réalisées dans l'espace public, sont comme une espèce d'éléments primitifs, premiers, architectural, vertical, comme ça, qui viennent se déplacer dans l'espace de la page et proposer là encore une sorte de positionnement, de repositionnement. Et mine de rien aussi, à la lecture, ça fait des livres qui sont extrêmement étranges et très agréables parce que c'est comme si ce qu'il par ailleurs propose dans l'espace de la galerie va pouvoir être revécu à l'intérieur du livre. Comme si en tant que spectateur, il fallait à nouveau se positionner dans l'espace de la page et tenter comme ça, en circulant d'un mot à un signe, de retrouver une sorte de place à l'intérieur de l'espace. C'est vraiment tout le travail ici de Dunsbrough. C'est difficile à décrire, Dunsbrough. C'est très perceptif pour moi, étrangement. Ce n'est pas du tout un travail mental et conceptuel. À propos de la dimension énigmatique de ces livres, donc il dit, ce n'est pas pour cacher quelque chose, pour être hermétique, mais le public doit s'engager aussi. Les œuvres doivent être des points de départ. Donc l'énigme, ici, est volontaire. Et au fur et à mesure de ses ouvrages, elle va prendre, ici je crois que c'est As to Place, 78,
En fait, il y a presque un discours sur l'urbanisme. J'ai dit, il était architecte au départ, et il y a presque un discours sur l'urbanisme en creux. C'est-à-dire qu'il va commencer à introduire également la photographie, et la photo viendra, comme par hasard, incarner des bâtiments emblématiques de la modernité américaine, des grands boulevards, des signalétiques urbaines, qui par ailleurs rappellent bien entendu ce motif minimal qui est le sien, ces espèces de lignes parallèles, répétitives, etc. Et qui sont aussi en creux, je pense, un discours, alors bon, il y a plus marqué en termes de politique, mais qui sont un peu politiques. C'est-à-dire qui indiquent, mine de rien, une forme de contrainte. La manière dont notre manière de déambuler dans l'espace, de nous positionner dans l'espace, est toujours soumise à une lecture, à une relecture. Et là, je reviens sur ces mots fragmentés, etc., à des cadres et à des décadrements. Et finalement, toutes ces indications qui peuvent sembler un petit peu flottantes, un peu abstraites, sont aussi finalement des manières d'appeler à un repositionnement, à une relecture de l'espace. Cette idée que l'espace est toujours travaillé par une sémiotique, une sémiologie, des positionnements appris, et que c'est aussi par des déplacements et des déplacements qu'on peut se réapproprier peut-être un environnement qui n'est pas neutre, qui n'est jamais tout à fait neutre, et encore moins, je pense, dans les villes modernes et urbaines que nous connaissons. Je dis ça, je reviens de New York, pour le coup, c'est des choses qu'on peut vivre de manière assez forte, qu'on n'en a pas l'habitude. New York, les grandes avenues, tout est perpendiculaire. Moi qui suis né dans un village avec des carreros, des machins, des bidules, ou même à Paris, quand on voit que la construction est une construction complètement démembrée, comme ça, un peu presque labyrinthique. Alors le rapport à la flânerie n'est pas du tout la même, et le positionnement dans l'espace est aussi finalement très différent. Ça parle un peu de ça finalement, je trouve, le travail de Peter Dunsborough. Et ce que j'aime bien à nouveau, c'est voir comment tout ce que je viens de dire là, pour moi, se rejoue dans la lecture. Le livre est toujours l'occasion de rejouer cette question de la durée, de l'espace, du déambulation, à un autre niveau ici, qui est celui de la lecture. Et bien le temps, voilà. Ensuite, je voulais basculer, en suivant toujours Mauglin-Delcroix, sur la question du temps, la question de la perception du temps. Ici, c'est un ouvrage de Mieko Shiomi, et c'est le sourire de Yoko Ono. Je ne sais pas si vous connaissez Yoko Ono, qui est connue pour être la femme d'eux, mais qui est tout simplement une formidable plasticienne, et qui faisait partie d'un mouvement qui s'appelait Fluxus. Fluxus, alors déjà le rapport au temps est déjà presque implicite dans le terme de Fluxus. En fait, c'est un flipbook, c'est un tout petit ouvrage, 4 sur 6 cm. C'est un flipbook qui découpe au ralenti, vraiment à la microseconde près, un sourire. Donc il y a presque un petit jeu sur, je sais pas, le sourire de la Joconde, peut-être, je sais pas, en tout cas, qu'est-ce qui se passe dans cet entre-deux temporel. Donc là, on a complètement, par rapport à Gudmundsson, on a presque pris le contre-pied. Gudmundsson, c'était le temps presque cosmique, infini, imperceptible. Ici, c'est l'imperceptible du micro-temps, quoi. Du temps qui est tellement infime que la variation est rejouée dans le flipbook, mais se décompose ensuite, image après image. Donc il y a aussi là un jeu sur la durée et sur la perception de la durée à l'intérieur de cet objet. Et de manière générale, la question du temps va être extrêmement riche, très intéressante, parce que vous le savez probablement, dans l'art récent, on va dire l'art contemporain, on va faire germer ça dans les années 60, il y a eu tout un tas d'artistes qui se sont mis à repenser la question de la durée. L'œuvre, plutôt conçue traditionnellement comme étant un élément de conservation, de temps, une sorte de message presque à la postérité, une espèce de travail dans la durée, va être ramenée par beaucoup de mouvements des années 60 à l'instant présent. On va avoir ce qu'on appelle le process art, bien entendu la performance, le happening ou le event pour Georges Brecht, etc., etc. C'est-à-dire tout ce qui relève justement, à l'inverse, d'une sorte d'éphémérité, de quelque chose qui ne dure pas, quelque chose qui passe et qui n'aura pas de traces au-delà de l'instant vécu. Alors du coup, le livre devient bien entendu, pour beaucoup de ces artistes performeurs, le lieu de l'incarnation de cette durée. C'est-à-dire comment faire trace, comment garder la trace. C'est l'expérience qu'on a tous de la photographie, par exemple. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je ne sais pas si vous voyez, la photo est très présente dans les différents ouvrages que j'ai vus, parce que la photo a été l'occasion pour beaucoup de plasticiens à cette époque de remettre en cause le genre de la peinture, le genre des beaux-arts, tel qu'on l'héritait dans les années 50, voilà, où la sculpture et la peinture en tant que genre emblématique des beaux-arts restaient extrêmement ancrés, encore très très fort. C'est aussi l'héritage de la modernité, on va dire de la première moitié du XXe siècle. Bref, on va avoir plein d'artistes qui, à l'inverse, vont être dans l'action. Ici, par exemple, avec Gordon Matta Clark, on va avoir le splitting house. Splitting, c'est-à-dire que Gordon Matta Clark va se faire presque le spécialiste du démembrement des maisons.
C'est-à-dire plutôt que de travailler, on va dire, en termes de sculpteur à partir d'un matériau traditionnel, il va travailler directement sur un objet symbolique fort quand même, dans la société américaine, mais aussi dans la nôtre, la maison. Et il les découpe. C'est son geste. Alors, il a plusieurs formes de découpe. C'est vraiment un travail qui est passionnant. Et Gordon Matta Clark est un artiste qui est mort beaucoup trop jeune, malheureusement, mais qui a marqué énormément, je trouve, sa génération, mais aussi encore aujourd'hui, alors que son œuvre n'est pas. Alors, peut-être parfois, il vaut presque mieux mourir jeune, je sais pas, j'ai l'impression que ça crée toujours des effets mythologiques. On a aussi, nous, dans l'art contemporain, nos James Dean à nous, hein, et il y en a un certain nombre comme ça. On verra tout à l'heure Yann Bassader, qui, pareil, est mort très très jeune dans des conditions terribles. Et on en a plein hein, d'artistes comme ça, morts jeunes, étrangement. Parfois, ça participe d'une postérité un peu mythologique et, bon, bref, passons. Mais j'aime beaucoup le travail de Gordon Matta Clark et je trouve ça vachement intéressant. J'ai essayé de trouver quelques autres images à nouveau, si je vais y arriver. Est-ce que j'ai... Ouais, check, voilà. Bon, déjà j'aime bien l'ouvrage. C'est-à-dire l'ouvrage lui-même est découpé, quoi. L'ouvrage lui-même est découpé. Alors il y a eu plusieurs versions. Hein. Vous voyez, on peut avoir des protocoles de ce type-là où l'objet incarne en lui-même quelque part l'action. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, il y a plein de manières d'incarner l'éphémère et il y en a des bonnes et des moins bonnes. On peut toujours se poser des questions assez lourdes là-dessus, c'est-à-dire, faut-il garder une trace de ce qui est éphémère? Est-ce que c'est pas plus fort de ne pas garder de trace de l'éphémère? Et j'ai eu l'occasion, enfin là je parle plutôt pour moi-même, mais je le montre vite fait parce que c'est un travail qui, moi, m'a passionné. On a travaillé avec Jean-Baptiste Farkas. Alors, est-ce que je vais avoir une image? Voilà, c'est peut-être mieux de montrer ça. C'est un des ouvrages qu'on a développé avec un artiste qui s'appelle Jean-Baptiste Farkas, mais il faudrait dire plutôt Ikea Service, qu'on a publié il y a 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi. Et qui est un ouvrage super intéressant. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste Farkas, avec Ikea Service, propose des protocoles performatifs, en gros. Hein. Donc, c'est des services, ce qu'il appelle des services. Donc, on peut voilà, activer tel ou tel type de service proposé par Jean-Baptiste. Et on a plein d'activations des services. Alors, c'est des services, par exemple, un des connus, c'est Slow-Mo. Slow-Mo, c'est faire tout ce qu'on fait d'habitude, mais très lentement. D'accord? Donc, il propose aux gens de faire les choses lentement. Ça a été incarné par le musée des abattoirs à l'époque du printemps de septembre, il y a quelques années quand même maintenant, et où en fait toute l'équipe du service technique a travaillé normalement, mais très très lentement. Donc pour sortir une peinture par exemple de la réserve, ça leur prenait une après-midi. Donc c'est des trucs un peu joueurs comme ça, mais qui sont vachement beaux, puis politiquement assez forts, moi je trouve aussi, c'est pas des actions anodines, mine de rien. Bref, et tout le monde peut incarner ça. Et l'idée, c'était, pour ce projet de livre, de dire, bon, ben, on va proposer le service à plein de gens, plein de services à plein de gens, et on verra comment ils les activent. Et à un moment, Jean-Baptiste a dit, ah, écoute, il ne faudra pas qu'ils fassent de photos. Ah, c'était très surprenant comme position, parce que normalement, quand on fait un livre comme ça, performatif, et qu'on veut en parler, on va dire, on va faire des photos. Ça va être une manière de dire, on l'a bien fait, regardez comment on l'a fait, c'était à tel endroit, j'en sais rien. Et étrangement, pour Jean-Baptiste Farkas, la photographie, en fait, venait tuer l'activation. Elle était un témoignage mensonger. Donc il a choisi d'opérer à l'inverse, un livre essentiellement fondé sur le témoignage écrit. Alors c'est vachement intéressant aussi parce que du coup, cette question du témoignage écrit, je ne sais pas, voilà, ici on a le service numéro 41, et j'ai eu beaucoup de plaisir à imaginer une manière de participer à ce livre. Oui, voilà, c'est une pratique un peu particulière où l'activateur proposer à quelqu'un d'autre d'activer pour lui. Bref, il y a eu plein de jeux différents sur les activations des services. Mais ce qui est marrant, du coup, c'est que c'est passé par le récit. Et le récit est devenu, à la limite, pas de la fiction, mais en tout cas, d'une manière de se raconter soi-même à l'intérieur de l'écriture. Je ne sais pas si je suis très clair, mais d'un seul coup, ce changement de statut, de la manière de parler de l'éphémère et de l'activation de cette mise en service, devenait porteuse, du coup, d'une nouvelle manière de porter le récit aussi. Peut-être aussi de le narrer. Et cette narration est toujours, sans être fictive, elle est toujours travaillée par des manières de raconter qui sont pas neutres. Quoi. Là où on attend de la photo en général qu'elle soit neutre, de cette histoire de la performance, qui a eu une grosse rétrospective qui fait pas mal de bruit il y a quelques années. Vous en avez peut-être entendu parler au MoMA. C'est vraiment une artiste accomplie, hein, on va dire consacrée. C'est pas forcément ma tasse de thé, mais peu importe. Et voilà, par exemple, ici, on a une performance, parmi les performances très... Et ça peut poser question, parce que, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, c'est pas avec Abramovic et Uley, puisqu'ils travaillaient à 2 au début, bon, c'est pas... les performances, c'est pas rien, quoi. Hein. Franchement, le fait d'être là quand ça se passe, c'est inquiétant. C'est long, parfois. Et vous ne pouvez pas sortir.
parfois en tant que spectateur, il y a certaines performances où vous êtes impliqué directement en tant que spectateur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la performance qui a été faite au MoMA, une des performances célèbres. Elle était assise à une table et elle demandait à des spectateurs de venir s'asseoir en face d'elle et de passer un moment simplement à se regarder sans dire un mot. Il faut imaginer que ça, on ne peut pas le mettre dans un livre, c'est pas possible. Ou alors si on le met, il faut quand même se questionner sur qu'est-ce qu'on va perdre en termes de récit, en termes de narration, en termes d'émotion, etc., etc. Donc on peut douter, par exemple, ici, sur ce type d'ouvrage, de qu'est-ce qui est montré dans une photographie. Alors on peut imaginer qu'on est dans la documentation, mais il y a un parti pris à avoir par rapport à ça, quoi. Alors on peut avoir du coup des positionnements qui seront intéressants. Celui-là, moi j'aime bien, Chris Burden, s'appelle Bicard. Bicard, que je vous trouve peut-être une image un peu plus... voilà. Alors Bicard, c'était la construction d'un véhicule cercueil, un véhicule cercueil. C'est un truc un peu bizarre, vous avez vu la photo, une espèce de truc, et puis il rentre dedans, il y a des roues, un petit moteur, machin truc. Donc c'est la construction d'un appareil un peu étrange. C'est une œuvre par entière qui était faite pour une expo, qui va être exposée dans l'expo. Et c'est une performance aussi, très forte. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ouvrage va devenir le journal de la construction de l'œuvre. Mais il n'y aura pas de monstration à proprement parler. En fait, on va au contraire profiter du livre pour montrer tout ce que par ailleurs on ne verra pas en voyant. Je ne sais pas si je suis clair. Le livre, au contraire, est l'occasion de faire un pas de côté pour montrer ce qu'il y a avant ou après. On verra différentes options de ce type-là. Et là, du coup, ça devient intéressant, je trouve. Parce qu'on est dans la possibilité d'aller explorer des durées, des temporalités qui, par ailleurs, n'étaient pas présentes initialement, qui tout simplement n'étaient pas visibles. Voilà, Joseph Beuys. Bastian Eder, je ne suis pas sûr que ça fonctionne bien. Bon, ça, par exemple, c'est burlesque. Moi, j'aime beaucoup Bastian Eder. J'adore, honnêtement. On l'a vu pour ceux qui étaient avec moi à Venise. À notre dernier voyage à la Biennale de Venise, il était tout au fond de l'Arsenal, tout derrière, dans la petite tour. Là, il fallait avoir envie d'y aller. C'est des films, c'est du 16 mm, je crois, muet. C'est complètement burlesque, un peu ridicule. Ici, honnêtement, c'est juste quelqu'un qui roule le long d'un toit et qui tombe par terre. Donc, c'est une espèce de Chaplin un peu triste. Toujours des scènes, oui. Alors voilà, on avait vu les branches. Hein. Il s'accroche à une branche, il y a une rivière en dessous, il s'accroche, ça dure, je sais pas, 30 secondes. On sent que ça devient douloureux. À un moment, il tombe dans l'eau, c'est tout. Donc c'est à la fois très, c'est à la fois comique, en même temps, c'est un peu triste, c'est en noir et blanc. Et il est mort. Oui, alors c'était un peu un des James Dean dont je parlais tout à l'heure. Il est mort lors de sa dernière action qui s'appelait, je crois, I Believe in Miracles. Je crois au miracle. Et l'idée, c'était de traverser l'Atlantique dans une barque. Sauf qu'il l'a fait. Et il est mort. Donc c'est pas très joyeux tout ça, hein, honnêtement. Bon, si je voulais plomber l'ambiance, c'est bon. Mais sur les autres performances, c'est plutôt rigolo en fait. Hein, mais c'est un rire un peu bizarre quand même. Hein, voilà. Bref, pourquoi je dis ça? C'est parce que je ne suis pas sûr, là encore, sous cet ouvrage, que décomposer la vidéo en photogramme apporte quoi que ce soit par rapport à la vidéo elle-même, enfin au film elle-même, le film lui-même. Voilà, Vito Acconci. Ça, par contre, je trouve ça vachement intéressant, plus intéressant pour le coup, avec des réflexions, des citations, des plans et des croquis autour d'une performance, Behavior Fields, Notes on the Development of a Show. Donc, autour, Vito Acconci, vraiment un artiste de la performance de ces années-là. Là, on est en 73, fin 60, début 70. Bon. Et vous voyez, là, on va avoir plutôt une espèce de carnet de notes qui va compiler des infos, des trucs, des machins, etc. Là encore, je trouve qu'il y a quelque chose presque de plus pertinent dans la manière de raconter, de narrer un événement éphémère, hein, et de le mettre en récit. Pareil ici avec Alan Capro, grande figure bien entendu chez Fluxus, d'une certaine idée comme ça du temps présent, de l'activation performative. Vous voyez qu'il va prendre du coup lui carrément la forme du calendrier. Hein, le calendrier, puisque ça devient du coup, ces performances deviennent des propositions de performance. Alors déjà, c'est intéressant sur vous voyez, on a la partition. Hein, on parlait de Farkas tout à l'heure, bon, on aurait presque une histoire collective ici, c'est-à-dire, puisque la performance est éphémère, on peut quand même écrire des partitions. C'est-à-dire, on peut écrire des... Ici, quand je dis partition, c'est Breaking Big Rocks, Photographing Them. C'est-à-dire, casser des cailloux, prenez-les en photo. Une action comme une autre, après tout. C'est toujours comme ça chez Capro, on est vraiment dans l'art et la vie, vous savez. Donc, toujours, on ne propose pas de monter, je ne sais pas, en haut de l'Everest. On propose de faire un truc de tous les jours et de considérer que cette chose-là, elle est intéressante. Et peut-être même qu'elle est artistique. Bon.
Et donc calendrier avec des actions. Donc puisque les actions étaient faites, on peut les refaire, chaque partition. C'est simplement des petites phrases. Et là, vous voyez, l'idée, c'est carrément de faire un calendrier où chaque jour, on pourrait activer, si on le souhaite, une partition. On voit une photo d'une activation possible. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'un calendrier, on le déchire. C'est-à-dire qu'en même temps que l'événement est nommé, potentiellement activable, en même temps, il disparaît. Et la trace en elle-même disparaît. Donc là, il y a un parti pris presque par rapport à l'image qui est intéressant, puisque je fais image et je détruis l'image. Ou en tout cas, je la laisse. Il avait fait beaucoup ça avec des performances en ville. Il va faire des performances dans la ville, etc. Il prend un Polaroid, il prend une photo. Une fois qu'il a fait la photo, il laisse la photo sur place. Donc il fait la photo dans le lieu, il laisse la photo sur le lieu, il s'en va. Il n'y a pas de trace, la photo va sûrement disparaître. Donc il y a une espèce de dialectique comme ça, de l'éphémère, de la trace de l'éphémère et de la perte de la trace de l'éphémère, du coup, qui est alambiquée, mais qui est, pour le coup, je trouve, intéressante. Voilà, Moving, un autre album de Alan Capro. Visiblement, je pense qu'il a dû faire un déménagement chez un pote et il s'est dit que ça devait être une action artistique potentielle. Donc on voit un type qui déplace un matelas. Voilà. Nothing left except maybe thought. Rien ne reste sinon peut-être des pensées. Ça c'est de Alan Capro. Un autre ouvrage, peut-être d'une artiste que vous connaissez probablement, c'est Sophie Calle. Sophie Calle, alors ici c'est un ouvrage un peu particulier, pareil. J'ai juste la couverture, mais je vous ai trouvé quelques images peut-être qui seront un peu plus parlantes. Bon, celle-là par exemple. En fait, c'est un ouvrage qui est vachement intéressant pour le coup. Et qu'est-ce que j'ai dit, Sophie Calle? J'ai dit n'importe quoi, du coup. Hein. C'est Niki de Saint-Phal, n'importe quoi. Niki de Saint-Phal avec un travail qui est réalisé avec Tinguely et Hultwelt. Et en fait, elle a fait, vous savez, une fameuse nana, d'où le titre On, Hon, H-O-N, c'est pas le bon, H-O-N, ben voilà, c'est marqué ici, Hon, qui est le titre du livre, premier titre du livre. Et en fait, c'est une énorme, je vous la montre, est-ce qu'on va la voir? Ah, la voilà. Il faut imaginer quand même. Hein. Une énorme nana, vous savez qu'elle faisait des nanas, et tellement énorme qu'on peut rentrer dedans. Alors par une porte qui se voilà. Et à l'intérieur, c'était une salle d'expo. Il y avait des sculptures de Tinguely, qui était son mari par ailleurs. Et alors le livre est très compliqué. Enfin compliqué, il est vachement voilà. Il est imprimé sur papier journal déjà, donc il y a un papier pauvre, éphémère. Il y a 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est préhistoire, avec des œuvres antécédentes des 3 artistes. On a ensuite le chapitre Histoire, qui est le chantier de la réalisation de la sculpture en proprement parler. On a le chapitre Exposition, mais on n'a pas forcément quelques images, mais il y a surtout les projets d'affiches, des photos de visiteurs, des articles de presse, etc. Et il y a le chapitre Démolition. Donc vous voyez, on a vraiment tout le panel de l'histoire de l'objet qui est déployé dans un objet qui du coup incarne presque physiquement dans le papier aussi tout ce travail de la remémoration, quoi. Donc c'est intéressant de voir là encore que de manière générale, l'anti-objet pour ce type d'expo ou d'action, c'est le catalogue. C'est-à-dire le catalogue, c'est typiquement l'objet qu'on a en fin d'expo, qui vient théoriquement archiver les différents moments de l'expo, mais qui est un peu mort, qui est mort au moment même où il naît, quoi. Là où le livre d'artiste tenterait toujours en permanence d'aller au-delà de ça. Allez, on va du coup s'autoriser quelques dernières images. Hein. Alors, qu'est-ce que j'avais toujours sur cette question de la durée, je reviens un peu là-dessus. Alors, d'abord, un petit ouvrage que j'aime bien, mais je vous le montre parce que j'ai eu l'occasion de l'exposer en version sonore. C'est toujours un ouvrage de Han Kawara. Kawara, tout à l'heure, c'était I Am Still Alive, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Un artiste japonais qui était quand même bien préoccupé par la question du temps, mais d'une manière extrêmement belle. Ça, c'est 1 million years past. Il y a past et future. C'est 1 million d'années comptées à partir de, je ne sais pas si on va avoir un petit peu plus de détails, 1 million avant Jésus-Christ jusqu'à 1961, qui était la date de l'ouvrage. Non, la date de quoi 61? C'est pas son anniversaire, non? C'est pourquoi 61? Je ne me rappelle plus, peu importe. Et donc, vous voyez, c'est très simple, hein, c'est pareil. Hein, il y a je ne sais plus combien de tomes, hein, beaucoup. Et c'est simplement les dates qui sont
écrites les unes à la suite des autres. C'est complètement absurde, hein, mais là encore, la tentative d'éprouver la durée. Et je réindiquerai à nouveau à quel point la lecture d'un ouvrage comme ça est en elle-même extrêmement forte, parce que soit on dit, ok, c'est bon, les ouvrages sont là, pas besoin de les feuilleter. On peut aussi vraiment avoir envie d'éprouver, je le redis, ça nourrit, cet ouvrage-là est en fait presque le protocole d'une performance, qui est la lecture. Un homme, une femme, qui a été activé à plusieurs reprises à la Tate Moderne il n'y a pas si longtemps et qui a donné des CD qu'on a diffusés du coup à l'exposition que j'ai pu monter à la Fondation Écureuil récemment. Et voilà, donc c'est simplement une lecture très monocorde, 1 999 000, etc. Bon, bref. Et c'est très fort en fait. Et à la lecture, je pense que c'est quelque chose qui provoque aussi cette sensation d'ennui dont je parlais tout à l'heure. Il y a une vraie durée, mine de rien, hein, qui est incarnée, il ne faut pas l'oublier. Il y a toujours plusieurs durées, quoi. Il y a la durée racontée, il y a la durée vécue. Il y a peut-être la durée de la mémoire du vécu. Bon, je ne sais pas, il y a toutes les variations possibles. Encore des exemples un peu taquins qui me reviennent à l'esprit. J'aime beaucoup cet ouvrage de Herman de Vries qui s'appelle White Book. Hein, formidable. Je ne me rappelle plus le nombre de pages, j'espère que vous m'excuserez. Mais il y en a pas mal, hein. Je crois qu'on est à 400, 500 pages et 32 €. Et qui est un magnifique ouvrage qui a été réédité récemment et qui est complètement vierge, totalement blanc en fait. Et à la lecture, il est extrêmement agréable parce que je l'ai proche de mon bureau et j'aime bien régulièrement le feuilleter avec toutes les possibilités d'interprétation qu'on voudra bien y mettre. Hein, mais la durée, alors là, pour le coup, elle est vraiment vécue, quoi, je trouve. Voilà. Le dispositif du livre est vraiment éprouvé à fond, c'est-à-dire une page, le passage de la page, le passage du temps du livre. Vous savez, on a tous cette expérience de la lecture aussi, enfin, je ne sais pas si vous le faites, quand on lit un roman ou un truc, à un moment, on le met de biais et on vérifie est-ce qu'on est à la moitié, au tiers, combien il nous en reste, etc. etc. L'expérience des marque-pages, j'en sais rien. Bon, là, a priori, pas besoin de marque-page, mais ça pourrait être joueur hein, d'avoir besoin d'un marque-page. Et la durée, du coup, elle est vachement belle, je trouve. Hein. Vraiment, rappelez toujours que le livre, c'est aussi ça, c'est très fort pour ça. Et on l'a beaucoup moins en expo, je trouve. Une expo, on l'a vu tout à l'heure au tout début, s'offre plus dans une espèce de visualité immédiate, massive, murale. Le livre, tout de suite, incarne cette durée possible. Voilà un autre exemple avec Feldman, un très beau livre de Feldman qui s'appelle, alors je ne sais pas comment on le dit en allemand, je suis nul en allemand, 100 ans. 100 ans, c'est quoi ? C'est une photo, alors là c'est dans le désordre, 46, page 46, 46 ans. Page 47, 47 ans. Et on commence à 1 an, et on va jusqu'à 99, 100, etc. Donc on a vraiment simplement un livre qui incarne la durée. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça incarne le siècle. Puisque c'est aussi des gens qui sont nés à différents moments dans le siècle. C'est aussi une histoire du XXe siècle, quelque part. C'est toujours, je dis aussi, une durée qui est celle de la lecture, puisqu'on se met à circuler entre toutes ces différentes durées. C'est aussi une autre durée, c'est qu'il y a des gens qui connaissent, des gens qui ne connaissent pas, il y a des photos qu'il a faites au moment du livre, il y a des photos qu'il a fait faire avant, donc d'un seul coup, et puis il y a l'âge des personnes au moment du livre, et puis il y a l'âge qu'ils ont aujourd'hui, enfin je sais pas, de ce coup, toutes les durées se mettent un peu à se chambouler les unes les autres, et le livre incarne parfaitement ça. Et Leszek Brogowski, dans un ouvrage, explique à quel point il avait été déçu par l'expo. Parce qu'en fait, au début, c'est un livre, mais il en a fait une expo. Alors, une expo, c'est bien, parce que, voilà, si j'étais là encore un peu taquin, je dirais ça se vend mieux. Hein, bon. Et donc, les photos vont être tirées. Et il raconte comment, en fait, l'exposition, pour lui, perd énormément par rapport au livre. Et que le livre, pour le coup, là, est beaucoup plus pertinent. Parce qu'il incarne cette durée dans la matérialité même du livre et dans la pagination. Là où l'exposition, finalement, dans sa dimension un peu murale, un peu massive, brise cette durée, cette chronologie, et offre simplement un panel de durée, comme ça, une sorte de somme. Voilà. Hein, donc il y a toujours des enjeux de ce type-là qui font que potentiellement le livre est peut-être plus fort à incarner ce type de choses. Voilà. Bon, je vais avancer un petit peu, puis commencer déjà à aller vers des images qui nous amèneront vers les derniers bouquins, puis on gardera un petit temps pour les questions. Je dis tout de suite, si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas à les garder en tête pour qu'on puisse peut-être avoir un petit moment d'échange à la fin. Ça, c'est 2 livres. Alors d'abord, un premier livre de Gabrielle Schmidt-Heinz, et c'était 2 sœurs avec Barbara, donc elles avaient des boulots qui étaient très proches. Alors le titre, je suis vraiment nul en allemand, Studentenbuch. Je sais pas si... le livre de l'étudiant, enfin, pour étudier. Ah d'accord, moi j'avais comme traduction livre d'heures. Non, pas du tout. Et parce que livre d'heures, ça serait intéressant. Mais du coup, si tu me dis que c'est livre d'étudiant, on va plutôt partir là-dessus. Hein? Non?
C'est livre d'étudiant ou livre d'heure? Les deux marchent, non? C'est plutôt livre d'heure? D'accord, ok. Ah, Student. Ah, d'accord, c'est ça. Parce que livre d'heure, c'est intéressant, forcément, on va voir, c'est encore un livre sur le temps, et qui est un peu taquin. Vous voyez, c'est assez simple, ça fait 24 pages. Et en fait, c'est 12 fois 5 minutes. Pourquoi 12? Parce qu'en fait, il n'y a que le recto, donc 24 pages, 12 incarnations, 12 fois 5 minutes. On a écrit en haut 5 minutes à chaque fois, en typographié, très neutre. Et en fait, elle a tenté de dessiner une barre à chaque seconde. Et en fait, à la fin, elle n'a fait que 4 minutes 41. Donc c'est vraiment un jeu presque sur les durées, quoi. Hein. Une manière de confronter la durée perçue à la durée réelle. Donc on a voilà, un dispositif qui va permettre de faire se chevaucher ces différentes durées. Ici, on est donc avec Barbara, hein, toujours pareil, Gesentine, on est en 81, donc l'année d'après. Cette fois-ci, c'est un livre dont le dispositif est un diptyque avec en face, page de droite, les marées, donc vraiment les comptes rendus objectifs des marées, et en droite, à gauche, on va avoir des cycles beaucoup plus intimes, et du coup, pareil, avec le même protocole, qui vont être écrits cette fois-ci à la main, avec écrit par exemple veille et sommeil, ou lever et coucher du soleil, ou encore inspirer et expirer. Donc une manière quelque part ici de faire se confronter deux durées, une durée objective, presque scientifique, presque cosmique aussi, et une durée beaucoup plus sensible, beaucoup plus intime, beaucoup plus vécue et ressentie. La dernière phrase est sentiment du temps et mesure du temps. Donc on voit bien la cohérence, d'ailleurs avec l'ouvrage précédent également, sur cette espèce de rapport entre différentes durées. Que là encore, moi j'aurais toujours envie de dire qui peut être confronté à une durée supplémentaire qui est toujours celle du lecteur. C'est-à-dire comment le lecteur va réinvestir ces durées-là dans le temps présent de la lecture elle-même. Voilà. Romano Palca, j'ai passé vite, j'avais fait une conférence assez longue, hein, c'était l'année dernière? C'est l'année dernière, sur Romano Palca. Et peut-être pour pointer finalement, étrangement, alors je ne sais pas si vous connaissez Opalka, je ne vais pas trop le présenter, mais Opalka, c'est qui a compté de 1 à l'infini, à partir de 65, son protocole de travail, protocole pictural plutôt, hein, mais avec aussi des photos et aussi du son, etc. Et il a fait un certain nombre de livres. Étrangement, les livres sont un peu décevants, je trouve. En tout cas, ne produisent pas l'émotion que peut produire la peinture de Opalka. Est-ce que j'ai prévu un petit élément d'Opalka? Non. Bon, je peux vous le mettre vite fait, peut-être, comme ça, pour ceux qui n'ont jamais vu. Ça pourra peut-être vous donner envie. C'est très fort. Hein. C'est très fort, puis je trouve que c'est assez relié à pas mal de... Voilà, c'est un fragment d'un fragment. Pourquoi? Parce que l'étoile s'appelle détail. Ce sont les détails d'une composition générale de toute sa vie. Jusqu'à chaque fin de toile, il en reprend une nouvelle et il fait une comptabilité. Donc de 1 à l'infini, il est mort à 6 millions à peu près. 6 ou 7, je ne sais plus exactement. Et c'est intéressant. Donc voilà, les toiles sont très fortes, hein, vraiment dans cette comptabilité. Étrangement, les livres sont un peu plus pauvres, je trouve. On a simplement un chiffre, moi celui que j'ai vu, un chiffre extrait de la durée et une photo, puisqu'il se prenait en photo à la fin de chaque séance, chaque jour, de chaque séance de peinture. Et donc on voit l'évolution, bien entendu, à travers le temps du vieillissement, quoi. Donc c'est vraiment un travail sur le temps, la captation du temps, et en même temps, ce qui est intéressant, de l'échec de la captation du temps. Donc c'est ça aussi qui est fort, c'est-à-dire une tentative à l'intérieur du livre ou de sa peinture de capter ce temps vécu, primitif, premier, presque primordial, et en même temps, dans le projet lui-même, on sent qu'il y a l'incapacité d'y arriver. Puisque d'une part, pour capter la fluidité du temps, il utilise des chiffres, donc qui sont des choses coupées, discrètes, sécables, quoi, hein, vraiment des éléments juxtaposés, et que d'autre part, c'est une somme sans fin et quasi impossible, quoi. Donc c'est intéressant d'avoir cette espèce de dualité qui est peut-être d'ailleurs liée à cette époque-là. Je me sens que c'est des réflexions qu'on a beaucoup à cette époque-là. Voilà. Je pense qu'on va aller vers les dernières, mais je voulais peut-être faire un petit temps avec le travail de Anne Darboven, qui a été quelqu'un de très important dans le champ du livre d'artiste, et qui est quelqu'un qui a utilisé essentiellement l'écriture. Ici, par exemple, on a... alors, je ne sais pas si je vais parler de celui-là. Oui, celui-là, c'est 0,99. C'est 403 pages. Et alors, attention, accrochez-vous, parce que c'est bien barré quand même sur les dispositifs.
C'est donc des additions qui sont faites avec les chiffres du premier jour de chaque mois pendant tout le siècle. C'est-à-dire qu'elle prend par exemple le 1er janvier 1901 et elle va comptabiliser 1, 1, 1. Donc ça fait faire 3. Et donc elle va écrire 3. Et le livre, c'est ça. C'est la compilation écrite. Je ne sais pas si vous voyez, là par exemple, on a 1, 2, 3, etc. Bon, c'est la compilation écrite avec des calculs en marge en plus de cette logique de comptabilité. C'est un truc un peu absurde, honnêtement. Hein? Elle recompte le temps, elle recode le temps. Je vais peut-être donner d'autres exemples pour essayer de vous faire éprouver un petit peu l'étrangeté du travail de Van der Boven. Et je crois que... Pardon. Je crois que j'ai mélangé. Petite seconde. Voilà, je vais peut-être montrer celui-là. Alors, dans le même genre, Atatrol. Atatrol, c'est un ouvrage de Heine, qui est un romantique, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et romantique allemand. Et elle va transcrire les strophes du poème en comptabilité. D'accord? Donc, elle compte le nombre de mots de la strophe et elle écrit le nombre de mots et avec le chiffre, puis ensuite elle écrit. Voilà. Donc elle ramène quelque part un ouvrage emblématique, une certaine histoire du romantisme allemand, etc., à une pure comptabilité. Donc il y a un acte, là encore, étrange, mais qui est un acte aussi, finalement, qui est peut-être pas si loin de l'origine de la poésie, quoi. La rythmique, la comptabilité des rimes, etc., etc. Oui. Et du coup, c'est un projet qui est à la fois un peu absurde. C'est presque du Beckett. Enfin, je ne sais pas si on le remet dans le contexte de l'époque. Moi, je pense à Blanchot aussi, ou sur le livre sans fin. On sent qu'on a un objectif presque d'un livre qui tente de faire livre et qui en même temps est complètement fou dans sa tentative de faire livre, quoi. Je ne sais pas si je suis très très clair. Mais en tout cas, c'est un projet qu'on va retrouver tout au long de l'œuvre de Van der Boven. Voilà. J'écris des mots nombres, j'écris des calculs, je calcule de l'écrit. Le calendrier personnel est synchronisé avec celui de son œuvre, de même qu'avec celui du monde réel, parce qu'en fait, elle vivait chez elle, son atelier, c'était en fait des étagères remplies de classeurs. Il faut imaginer qu'en plus, les livres, en général, ne montrent qu'une partie du projet, et elle passe des heures et des heures et des heures à compiler des informations, à recoder des informations, dans un objectif, on est d'accord, qui peut sembler un petit peu étrange, un peu dérisoire, finalement, et dont, finalement, l'intérêt, c'est ça. Et je crois qu'il y a une espèce de folie presque de l'écriture et de la transcription dans la durée à l'intérieur de cette logique de l'écriture même. Ici, ça s'appelle information. Et on pourrait y voir une forme d'ironie, ironie de l'écriture, puisqu'ici même, vous voyez, l'écriture, c'est ramené à rien. C'est juste de l'écriture pour rien. Voilà. Et on pourrait dire, il y aurait une espèce de nihilisme ou d'ironie. Je ne suis pas sûr qu'il y ait ça. Je pense qu'il y a un vrai hommage à la littérature, un vrai hommage à l'écriture, mais dans cette espèce de pureté phénoménologique, là encore, de l'écriture, de la gestualité, peut-être d'un texte contenu, d'un texte à venir. Il y a un livre de Blanchot qui s'appelle Le livre à venir, je crois, ou le livre infini, tout ce genre de préoccupations qui me semblent pouvoir être éventuellement ramenées là. On a un peu la même chose avec Irma Blanc, alors qu'une autre artiste qui n'a pas tout à fait le même projet, mais ouais, pareil, Irma Blanc, magnifique livre. C'est épuisant quand même en termes de temps de travail, sauf qu'il n'y a absolument rien à lire. C'est une espèce de trompe-l'œil de livre. En même temps, c'est un vrai livre, je pense. C'est un vrai livre qui est vécu dans le temps de l'écriture, pour le coup, comme étant un vrai livre. Voilà. Et on va trouver chez Darboven ensuite des protocoles complètement fous. Je n'essaye même plus de comprendre les codifications, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est très codifié tout ça. Là, il y a un hommage à Helsinki aussi, qui était un artiste constructiviste russe du début du siècle, formidable. Et tout un tas de logiques, de protocoles, de logiques d'archives qui sont extrêmement fortes et très complexes, qui vont se déployer à l'intérieur d'ouvrages, mais aussi à l'intérieur d'expositions. Et des classeurs. Il faut imaginer quand même son appartement, rempli de classeurs comme ça, avec chaque jour remplir, compiler, assembler, etc. Recommencer chaque jour cet exercice. Pour ça, je trouve le lien avec Opalka n'est pas inintéressant non plus, sous une autre forme. Il y a une logique finalement aussi de la durée. Voilà. Je vais terminer peut-être avec... je vais passer un peu là-dessus. Allez, quelques exemples, parce que j'avais mon dernier chapitre, mais je pense que je vais aller très vite sur le dernier. C'était raconter, bien entendu. Raconter, et là, il y a plein de choses à dire. J'ai dit un petit peu au tout début.
raconter quoi. Raconter, c'est d'abord le geste. J'avais une petite phrase, je sais pas si, il faut que je retourne à ma toute première page. C'est une phrase de Paul Ricoeur. Car nous n'avons aucune idée de ce que serait une culture où l'on ne saurait plus ce que veut dire raconter. Et je trouve ça intéressant aussi de rappeler qu'après toutes les épreuves et toutes les tentatives d'évacuer le récit dans le champ de l'art au XXe siècle, l'abstraction, c'est une évacuation du récit. Certaines abstractions sont des évacuations du récit. La peinture, l'art minimal ou conceptuel sont des formes d'évacuation de récit aussi. Il y a eu toujours cette tentative de dépsychologiser. Je parlais du nouveau roman avec Robbe Grillet ou avec d'autres, de retirer cette dimension narrative qui par ailleurs est emblématique de l'histoire du classicisme en peinture ou en sculpture, etc. Bon bref, cette tentative très forte de la modernité et une partie de l'art contemporain, en fait, bien entendu, elle échoue à chaque fois. Pour deux raisons. Je pense d'abord, parce que je ne suis pas sûr que les artistes aient vraiment envie. Et puis de toute manière, le récit, c'est comme à une époque, on disait la peinture est morte. Est-ce que la peinture est morte? C'est plutôt les années 80, 90. Voilà, elle n'est pas morte, elle ne mourra pas, il n'y a pas de problème. C'est beau d'avoir tenté de la tuer, hein, mais ce que disait aussi Malevich avec carré blanc sur fond blanc, je fais la dernière peinture de l'histoire. C'est bien d'avoir essayé, du coup il a fait carré blanc sur fond blanc quand même. Bon, il se trouve que ça a échoué bien sûr. Mais j'ai presque l'impression que le récit c'est pareil, impossible de quitter le récit, mais c'est peut-être marrant d'avoir essayé de s'en passer en tout cas. Et le récit donc revient, parce que nous, en tant que spectateurs, moi personnellement, voilà, même quand je vois du Lewis, je ne peux pas m'empêcher de me raconter une histoire, de me dire qui il est, comment ça va, et puis qu'est-ce que ça dit. Bon. Et puis c'est bien aussi d'être dans cette logique-là. Et c'est marrant, c'est de voir que dans le livre, on va retrouver, ce que je disais tout à l'heure, on va retrouver ce récit qui par ailleurs est moins présent dans le champ de l'exposition. Ici, des travaux sur la mythologie, de Spohéry. Voilà, des petits récits sous différentes formes, des bandes dessinées, Dorothy Yannon. J'adore Dorothy Yannon, vraiment magnifique artiste. Je ne sais pas si elle n'était pas plutôt Fluxus, mais je ne sais pas très bien. Mais travaille sur assez féministe, hein, pour le coup, avec toujours cette manière très particulière de représenter toujours ces personnages avec leur sexe visible et des femmes avec des sexes. Bon, bref. Un petit peu comme ça se laisse voir. André Cadéré, bon. On va avoir plein de formes de récits. Puis là, je passe, j'avais prévu un truc sur Ruteau. C'est pas le plus facile, Ruteau, mais j'adore Claude Ruteau, avec les définitions méthodes, qui a eu un travail d'écriture extrêmement intéressant aussi. Baldessari aussi. Baldessari, je vais peut-être en montrer un, ça serait marrant. Moi, j'aime bien celui-là. C'est Brutus killed César. C'est un petit livre assez simple. C'est vraiment un artiste qui s'intéressait beaucoup à la question lexicale rapportée dans le champ de l'image. Comme si les images étaient des mots, les mots étaient des images. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Comment ça se construit, etc. Donc vous voyez, Brutus killed César, 3 images. On a une transposition presque lexicale de la phrase d'origine. On imagine que César est à droite, dans le sens de lecture, et que Brutus est à gauche aussi, parce que César est plutôt vieux, Brutus est plutôt jeune. Sauf que vous voyez que le killed est un peu étrange. On va avoir, alors je vous montre peut-être la variation globale, parce que ce serait amusant, je pense, d'avoir. Voilà. Donc on va avoir au début du livre des variations logiques, hein, d'accord, bah oui, un couteau, un revolver. Puis au fur et à mesure, on se met à avoir des objets un petit peu étranges. Un cintre. Alors, je ne sais pas très bien comment tuer quelqu'un avec un cintre. Voilà, on va avoir une banane. De la même manière, on ne sait pas, un attaché-cache, une loupe. Bon. Et il y a aussi des petites troupes qui peuvent s'opérer dans la mesure. Voilà, à un moment, par exemple, c'est César avec le coup de pied. C'est César qui tape Brutus. Alors du coup, on ne sait plus. Brutus, c'est qui? Est-ce que c'est vraiment. Etc. La scie, elle est plutôt orientée vers Brutus, a priori. Bon, etc. Et en fait, bon, au-delà de la dimension presque comique, moi je trouve, de l'ouvrage, quoi, cette espèce page après page, de manière d'éprouver cette phrase initiale, de la faire varier. Qu'est-ce qu'il y a, là? Alors ça, c'est aussi typique de cette pratique de la photographie aussi de ces années-là. On ne sait pas, mais moi j'ai l'impression que c'est des photos d'hommes politiques pris dans la presse de l'époque. On sent qu'on a une esthétique, je ne sais pas, politicienne, le type un peu chauve, bien habillé, un peu en costard. On a une logique, un grain qui pourrait rappeler aussi celui des journaux télévisés de l'époque, où ça pourrait être une photo prise d'un écran de télé, transposée ensuite. En tout cas, il y a cette idée, je pense, de la transposition de la politique version romaine à une politique à ce moment-là peut-être plus contemporaine. Et en fait, ce que je trouve amusant, c'est cette dimension, justement, on va dire, ouais, cette dimension un peu narrative. C'est-à-dire comment est-ce qu'avec des éléments extrêmement simples, extrêmement liminaires, Baldessari nous demande de recréer un récit, quoi.
Et d'un seul coup, bon, alors comment tu es avec une banane? Je trouve ça quand même, bon, hein, ça veut dire qu'il a glissé, qu'il est tombé, bon, à la limite. Comment tu es avec une loupe? Vous voyez ce que je veux dire? Comment tu es avec un cintre? D'un seul coup, quelque part, le récit se remet en route. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est pas un récit au sens peut-être traditionnel de la narration, du conte, que sais-je, tel que peut-être on pouvait le connaître encore au 19e, voire même peut-être au début du 20e chez certains peintres. Bon, c'est un récit qui en même temps a intégré, je pense, ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur le nouveau roman, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui on ne peut plus faire semblant. On sait que c'est plus possible. Peut-être d'ailleurs c'est lié, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, je pense à la Shoah. Comme si, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes qui ont dit après la Shoah, c'est plus possible, on ne peut plus raconter d'histoire. Il y a eu vraiment, ça a été un moment en termes d'image et de récit qui a été très compliqué, je pense. Bon bref, je ne sais pas s'il y a un lien en fait, hein, mais en tout cas, impossibilité de faire vraiment récit. Rob Grillet disant, faut tout démonter, on va prendre des morceaux, des bidules, on défait la syntaxe, on défait la grammaire, on raconte plus d'histoires, ou on raconte des histoires, mais en racontant que c'est plus possible de faire des histoires. Enfin, ça devient compliqué, mais aussi passionnant. Ici, ce que j'aime bien, c'est qu'en même temps, on continue à raconter des histoires, mais de manière différente. Et d'un seul coup, en brisant le lexique de l'image, le lexique du mot, on continue à produire de l'histoire, mais en jouant en même temps sur la possibilité de le défaire. Je ne sais pas si je suis très clair, mais du coup, il y a quelque chose qui est à la fois réjouissant, presque drôle, et qui participe de cette logique-là. Voilà. Et je vais peut-être m'arrêter là. J'avais prévu. Allez, je vous dis juste ce que j'avais prévu. Baldessari, il y avait encore 2-3 petites choses intéressantes. Barbara Kruger, des beaux ouvrages aussi sur les rapports entre l'écrit et la photographie. Martina Balea a fait des très belles choses aussi. Didier Bay, que j'aime bien, un récit très autobiographique. J'avais prévu de parler un peu d'autobiographie. Parce qu'en fait, la question d'autobiographie est vachement intéressante. Sophie Calle aussi, que j'aime bien. Je ne sais pas si vous connaissez les ouvrages de Sophie Calle, il y a des choses vraiment intéressantes dans la manière dont Sophie Calle a d'abordé le livre d'artiste, je trouve. Voilà, un type qui a fait ça j'aime bien, il a fait sa propre autobiographie au cas où quelqu'un voudrait faire son autobiographie quand il serait mort. Donc il a rassemblé toutes les photos et il a inventé des photos et des récits au cas où ça manquerait un peu. Voilà, donc on est un peu... Ça, c'est très beau, un travail de Vito Acconci, qu'on a vu tout à l'heure sur sa mère, sur la mort de sa mère, avec plein de registres lexicaux extrêmement intéressants. Toujours un travail de Gers sur la mort de sa mère aussi, sa mère agonisante. Le rapport à l'écrit, en fait, c'était aussi un passage que j'ai prévu sur l'écrit. Le rapport entre l'écrit et l'image, et comment est-ce que les artistes, en fait, se sont appropriés l'écrit. Ce pas des écrivains, c'est même pas des photographes. Pourtant, ils utilisent la photo et l'écrit. Ça, c'est intéressant. Et comment ils l'utilisent, hein. Les plasticiens, pour ça, ont beaucoup, à cette époque-là, utilisé des médiums qui n'étaient pas les leurs. Franchement, ils ne font pas de la photo. Ils font de la photo, mais sans faire de la photo. Ils écrivent, ils ne sont pas écrivains, bon, etc. Et là, il y a plein de pistes qui étaient super intéressantes sur l'articulation de l'écrit et de l'image. Et j'avais prévu de terminer sur Jochen Gertz, qui a fait vraiment des ouvrages magnifiques sur l'écrit et sur l'impossibilité de l'écriture. Ici, un travail sur les pierres tombales et sur les livres des pierres tombales, où il explique comment le mot, pour lui, est à la fois indispensable et vain. Comment le mot, en fait, est là pour nommer la mémoire, par exemple des morts, qui est un moment limite du texte et de l'image aussi, et qu'au moment où le mot s'applique, il est déjà en train de momifier, il est déjà en train d'empêcher la mémoire. Et du coup, voilà, le tirage de tête, par exemple, était fait avec un livre blanc, complètement vierge. Et il y a toute une dialectique chez lui qui est très, très belle, finalement, sur l'écrit, sur le fait d'écrire, et sur l'impossibilité d'écrire, mais on va quand même continuer à écrire, sur la tentative d'écrire pour aller vers la rature, vers l'effacement de l'écrit, une espèce de dialectique comme ça, au sein même de l'image et de l'écrit, qui tente de faire mémoire en montrant que la mémoire se passe ailleurs, quoi. Et je terminerai là-dessus parce que c'est des œuvres que j'adore. Est-ce que je l'ai? Monument. Ouais, voilà. Alors, il y a deux œuvres. Alors celle-ci, par exemple, pour rebondir sur la question de la mémoire, c'est le monument des vivants. Hein, c'est pas le monument aux morts, c'est le monument aux vivants qu'il a fait dans le sud de la France, je ne sais plus où, pas très loin d'ici d'ailleurs. Et en fait, c'est un monument classique, sauf que dessus, vous avez, au lieu d'avoir les plaques traditionnelles, vous avez des espèces de témoignages. Voilà. Et que moi, à l'époque où j'étais étudiant en Beaux-Arts, j'avais adoré cette pièce-là, quoi. Une manière de se réapproprier un élément un peu mortifère, un peu morbide. Il y a aussi une scène comme ça dans un film de Godard, je crois que c'est Éloge de l'amour, où on le voit filmer une plaque commémorative à Paris sur la mort, etc., de telle ou telle personne, et où juste en voix off, Godard dit « il ne faudrait pas le faire comme ça. C'est pas comme ça qu'il faudrait faire. » Sous-entendu, enfin moi c'est comme ça que j'ai interprété, la mémoire, ça ne marchera pas comme ça. Alors c'est compliqué, hein, la mémoire, hein, du coup. Hein. Et une des œuvres emblématiques, alors je ne sais pas si je vais les retrouver, Gertz Monument, ça devrait marcher, puis je terminerai là-dessus. Hein. Si vous avez des questions, on aura peut-être une minute. D'abord celui-ci qui est très connu,
dont j'ai oublié le titre, mais je vous explique, c'est en mémoire de la Shoah. Hein. Sous chaque pavé est marqué le nom d'une personne morte pendant les déportations. Et on ne voit rien. Et c'est tout à fait la dialectique que j'ai indiquée là. J'écris et je cache l'écrit. C'est-à-dire on marche sur cette place et tous les noms sont inscrits, mais ils sont face contre terre. Et c'est le monument invisible. Et c'est très beau parce qu'en même temps, ça dit le besoin de dire et l'impossibilité de dire et la nécessité de dire tout en oubliant qu'on a dit, etc. Donc il y a un prolongement ici des réflexions du livre que j'ai pu évoquer très rapidement, à l'intérieur ici de gestes, de monuments qui sont extrêmement forts, où la mémoire doit passer par d'autres éléments. Je termine du coup avec une autre pièce que j'aime beaucoup, c'est celle-là. C'est le même principe. On écrit les noms sur cette espèce de monument érigé, voilà. Et alors c'est les noms de la Shoah aussi, hein, c'est ça. Hein. On écrit les noms un par un, etc. au fur et à mesure. Et à chaque fois qu'on écrit un nom, ça descend dans le sol, d'accord. Et ça descend, ça descend, ça descend. Et à la fin, je ne sais pas si on va la voir, il n'y a plus rien. Alors on la prend. Ça serait bien de la voir complètement vide, mais à la fin, voilà. À la fin, c'est ça. Il n'y a plus rien. C'est complètement rentré dans le sol, d'accord. Voilà, après, même genre de dialectique, je trouve qu'ils sont très belles. C'est-à-dire, c'est là, ça ne se voit plus. Et il y a eu le temps vécu, c'est très important pour Geertz, cette question du temps vécu. Et du coup, le livre, c'est intéressant, on l'a vu avec la performance, comment raconter le temps vécu tout en étant juste par rapport à ce temps vécu. C'est-à-dire sans être dans le reportage, sans être dans la mauvaise narration. Bon, il y a tout un tas d'éléments du coup qui deviennent complexes et qui ont à voir à la fois avec le livre et avec l'impossibilité du livre, quoi. Bon ben voilà. Je pense qu'on va terminer ici pour pas. Je ne sais pas si vous avez des questions, on peut éventuellement y répondre, sinon on peut s'arrêter là. On est bon ? Merci à vous.